Chunk One. La plupart de mon temps est juste pour me lever le matin. Andy Warhol a passé ces derniers mois à créer un art dont personne ne parle. Il a fait des peintures avec sa propre urine. Il a dessiné des images explicites de parties du corps. Il a documenté chaque conversation, chaque scandale, chaque secret. Mais son dernier carnet de croquis contenait quelque chose de différent. Une page était si choquante que lorsque ses assistants l'ont trouvée, ils l'ont recouverte d'encre noire. La page ne parlait pas de célébrités ou de boîtes de soupe. Elle parlait de la vraie raison pour laquelle il était terrifié par les hôpitaux. Ce qu'il a dessiné explique pourquoi une simple opération chirurgicale l'a tué. La vérité a été cachée pendant des décennies. Andy Warhol est né le 6 août 1928 dans un petit appartement pauvre à Pittsburgh. Son nom complet à l'époque était Andrew Warhol. Ses parents étaient venus d'Amérique depuis la Slovaquie, essayant d'échapper à la faim et aux temps difficiles. Mais la vie à Pittsburgh n'était pas beaucoup plus facile. Ils vivaient dans un petit appartement avec à peine assez d'espace pour leur famille. Son père, André, travaillait dans des emplois dangereux comme les mines et la construction. Il rentrait chez lui tous les soirs couvert de terre, épuisé, mais essayant toujours de sourire pour ses enfants. Ils ont beaucoup déménagé parce qu'ils n'avaient pas les moyens de rester au même endroit trop longtemps. L'une de leurs maisons était sur Bean Street, une autre sur Dawson Street. C'était un quartier difficile, rempli d'autres familles d'immigrants pauvres qui essayaient également de survivre. Andy a grandi en portant de vieux vêtements transmis par ses frères Paul et John. Il y a eu des moments où il n'avait même pas assez d'argent pour la nourriture. Sa mère, Julia, a fait tout ce qu'elle pouvait pour faire vivre la famille, souvent en cousant, en nettoyant et en priant. En 1936, alors qu'Andy n'avait que 8 ans, quelque chose de terrible s'est produit. Il est tombé très malade avec une condition appelée la chorée de Sydenham. Son corps a commencé à trembler et il ne pouvait pas le contrôler. Il a dû rester au lit pendant des semaines. Parfois, il restait là complètement immobile, fixant le plafond, craignant de ne plus jamais être normal. Sa peau est devenue pâle, ses cheveux se sont éclaircis. Chunk 2. Il a manqué tellement d'école à cause de cela. Et quand il y allait, les autres enfants se moquaient de lui. Ils l'insultaient et le poussaient parce qu'il avait l'air différent. Mais pendant toutes ces heures calmes à la maison, sa mère lui apportait des magazines remplis de photos de stars de cinéma. Greta Garbo, Shirley Temple, Andy les regardait fixement et commençait à dessiner. Il découpait leurs visages et faisait des collages. Il était piégé dans son corps, mais dans son esprit, il était libre. Cette petite table de cuisine où il était allongé est devenue son premier studio. Il a dit plus tard qu'être malade comme ça l'avait en fait aidé à devenir ce qu'il était. À peu près à la même époque, ses parents lui ont donné un petit appareil photo Brownie. Il a construit une petite chambre noire dans leur sous-sol et a commencé à prendre des photos. Cet appareil photo est devenu l'un des outils les plus importants de sa vie. Même s'il allait grandir pour être connu pour ses fêtes folles et ses amis étranges, Andy a toujours gardé quelque chose de profondément privé sur lui-même. Sa mère Julia était extrêmement religieuse. Elle priait chaque jour et emmenait Andy avec elle à l'église catholique byzantine. L'église était remplie d'icônes dorées et d'images de saints. Andy s'asseyait et les regardait fixement pendant des heures. Il lui apportait du réconfort. Il lui donnait de l'inspiration. Et même après être devenu célèbre, même après toutes les nuits fastueuses à New York, il allait toujours secrètement à l'église plusieurs fois par semaine. Il a même aidé à payer pour que son neveu devienne prêtre et servait tranquillement de la nourriture dans des refuges pour sans-abri. Quand il était mort en 1987, plus de 2000 personnes sont venues à la cathédrale Saint Patrick de New York pour se souvenir de lui. Et un historien de l'art a choqué tout le monde en disant que Andy avait aidé à convertir quelqu'un à la foi avant de mourir. Mais le moment qui a tout changé est arrivé en mai 1942. Andy n'avait que 13 ans lorsque son père est décédé. André travaillait en Virginie occidentale et il a bu de l'eau contaminée au travail.
Parce qu'il avait déjà été malade d'une opération chirurgicale des années plus tôt, son corps n'a pas pu combattre l'infection. Il est mort de péritonite tuberculeuse. Quand ils ont ramené son corps à la maison, ils l'ont déposé dans leur petit salon pendant 3 jours complets, comme le disait leur tradition religieuse. Chunk. 3. Andy était tellement effrayé qu'il a couru se cacher. Il ne pouvait même pas regarder le visage de son père. Après cela, la vie est devenue encore plus difficile. Andy et son frère Paul ont commencé à faire du porte-à-porte pour vendre des fruits et des légumes. Andy esquissait également des gens dans la rue pour quelques centimes. La famille n'avait pas d'argent pour de vrais cours d'art, alors Andy a commandé des cours par correspondance et s'est entraîné à la maison. L'école ne s'est pas améliorée. À cause de sa maladie, Andy avait l'air différent des autres enfants. Sa peau était claire, son nez était légèrement décentré, sa voix était douce. Ses camarades de classe l'intimidaient constamment. Ils le frappaient, ils se moquaient de sa façon de marcher et de parler. Parfois, il restait simplement à la maison et refusait d'y retourner. Tout cela a laissé des cicatrices profondes. Même quand il a grandi, il ne pouvait pas arrêter de penser à son apparence. Il a même subi une intervention chirurgicale plus tard pour réparer son nez. Mais au lieu de laisser l'intimidation le briser, Andy a fait autre chose. Il l'a transformé en son armure. Dans les années 1960, il s'est teint les cheveux en argent. Il portait des perruques, du maquillage et des foulards. Il est devenu quelqu'un que personne ne pouvait ignorer. L'enfant qu'ils avaient l'habitude de frapper est devenu l'homme qui a fait de la différence une sorte de pouvoir. Au lycée, Andy n'a pas seulement survécu, il a surpris tout le monde. À la Shenley High School de Pittsburgh, il a obtenu son diplôme en 1945 à seulement 16 ans. Sur 278 élèves, il s'était classé 51e. Les enseignants ne savaient pas quoi penser de lui. Alors que les autres enfants dessinaient des bols de fruits, Andy esquissait des boîtes de soupe et des tubes de dentifrice. Il gagnait de grands prix d'art, mais était toujours considéré comme étrange. Chunk 4. Sa maladie l'affectait encore, mais toutes ces heures passées au lit avaient entraîné ses yeux à voir le monde différemment. Il ne voulait pas peindre des fleurs, il voulait peindre la célébrité. Plus tard cette année-là, en septembre 1945, Andy est entré à l'Institut de technologie Carnegie. Il était l'un des 60 étudiants de première année du programme d'art. Parce que la guerre venait de se terminer, la plupart des étudiants étaient des femmes. Andy avait du mal à l'école. Son ancienne maladie avait rendu ses mains tremblantes et il ne pouvait pas toujours peindre proprement. Certains professeurs voulaient le renvoyer. Mais d'autres étudiants, principalement des anciens combattants, l'ont soutenu. L'école se concentrait sur la conception commerciale, pas sur les beaux-arts sans la sophistiquer. Alors, Andy y a trouvé sa place. Il a travaillé dur, dessinant même des couvertures pour le magazine étudiant. Il a finalement obtenu son diplôme en 1949 avec un baccalauréat en beaux-arts. Pendant les étés universitaires, il a travaillé dans les grands magasins de Pittsburgh en faisant des étalages de vitrines. Il a appris à attirer l'attention des gens, à organiser les produits comme s'ils faisaient partie d'une histoire. Mais même à ce moment-là, son art était considéré comme trop féminin. Ses lignes étaient douces, ses couleurs délicates. Certains clients n'aimaient pas ça, mais Andy y continuait. L'influence la plus importante dans sa vie universitaire a été un enseignant nommé Robert Lepper. Il a appris à Andy à regarder les objets du quotidien comme s'ils étaient de l'art. Boîtes de soupe, bouteilles, choses simples. Andy a commencé à dessiner les repas de sa famille, qui sont ensuite devenus ses peintures les plus célèbres. Lepper a même encouragé Andy à explorer sa propre identité. En 1949, Andy a réalisé un autoportrait choquant, se tenant complètement nu, à l'exception d'une paire de chaussures Mary Jane. Dans une ville conservatrice comme Pittsburgh, c'était presque impensable. La même année, Andy a pris le plus grand risque de sa vie. En juin 1949, juste après avoir obtenu son diplôme, il a fait sa valise.
a pris 200 $ que sa mère avait économisés et est monté à bord d'un train pour New York. Il a emménagé dans un petit appartement dans un quartier bohème de la ville avec un camarade de classe nommé Philip Pearlstein. Andy a également supprimé le A de son nom de famille et est devenu simplement Andy Warhol. Il voulait un nouveau départ. Chunk, 5. Le deuxième jour à New York, il est entré directement dans les bureaux du magazine Glamour et s'est présenté. Ce geste audacieux a tout changé. Ils lui ont demandé de dessiner des chaussures pour une publicité. Il a obtenu le travail. Et juste comme ça, sa carrière avait commencé. Andy Warhol n'était qu'un illustrateur commercial lorsqu'il a commencé à peindre des boîtes de soupe en novembre 1961. Il a peint 32 toiles, chacune montrant une saveur différente de soupe Campbell. Le 9 juillet 1962, son travail était exposé à Los Angeles. Ce moment a tout changé. Le monde de l'art a été choqué. Personne n'avait jamais vu d'article d'épicerie dans une galerie auparavant. Warhol avait tracé chaque boîte de soupe à partir d'un projecteur et les avait peintes à la main. Les critiques n'étaient pas n'étaient pas sûrs si c'était de l'art ou une blague, mais Warhol a dit qu'il mangeait cette soupe tous les jours depuis 20 ans. C'était son monde, et maintenant il le montrait à tout le monde. La même année, en 1961, Warhol a vu la peinture Mickey Mouse de Roy Lichtenstein dans une galerie. Cela l'a anéanti. Il pensait que Lichtenstein avait volé ses idées sur la transformation d'images commerciales en art. Ils utilisaient tous les deux les médias de masse comme inspiration. Lichtenstein utilisait des points de bande dessinée et Warhol utilisait des sérigraphies. La rivalité était silencieuse mais profonde. Il surveillait les mouvements de l'autre et collectionnait même le travail de l'autre. Warhol a même transformé Lichtenstein en un portrait, faisant de son concurrent une partie de son propre art. Les critiques ont débattu pendant des décennies pour savoir qui avait vraiment commencé le pop art, mais les deux hommes changeaient la façon dont le monde regardait la publicité et les dessins animés. Puis, en août 1962, quelque chose de tragique s'est produit. Marilyn Monroe est décédée. Quelques semaines plus tard, Warhol a réalisé une œuvre d'art géante en utilisant l'une de ses photos publicitaires de 1953. Elle s'appelait le diptyque Marilyn. D'un côté, son visage était en couleur vive. De l'autre, il s'estompe en noir et blanc. Les gens ont été stupéfaits. Chunk, 6. Certains étaient en colère, disant que Warhol utilisait sa mort pour vendre de l'art, mais d'autres l'ont vu comme un hommage. Il a utilisé le format des peintures religieuses comme des retables, transformant Monroe en une sainte moderne. Cette pièce a rendu Warhol célèbre d'une toute nouvelle manière. Le Guardian l'appellera plus tard l'une des œuvres d'art les plus importantes des temps modernes. En janvier 1964, Warhol a déménagé son studio dans un nouveau bâtiment. En quelques jours, des boîtes en bois ont commencé à arriver. Il a passé des semaines à les transformer en boîtes de tampons à récurer Brio Grandeur Nature. Elles ressemblaient exactement à ce que vous verriez dans un supermarché. Il les a exposées à la Stable Gallery en avril 1964. Les critiques étaient furieux. Certains ont dit que ce n'était même pas de l'art, mais Warhol s'en fichait. Il a dit que fabriquer des boîtes Brio lui donnait quelque chose à faire. Chacune coûtait 4 000 $ à fabriquer, mais se vendait à peine. Ce moment a fait remettre en question aux gens tout ce qu'ils pensaient savoir sur la sculpture et les galeries. La même année, Warhol a été invité à créer une fresque pour l'Exposition universelle de New York de 1964. Il a choisi des photos d'identité judiciaire de vrais criminels tirés d'un livret de police de 1962. La fresque montrait les visages de 13 hommes recherchés. Elle a été installée le 15 avril 1964. Mais en quelques jours, les autorités l'ont repeinte en argent. Ils avaient peur de la controverse. Lorsque la foire a ouvert, tout ce que les gens ont vu, c'était un grand mur argenté. Warhol n'a pas riposté. Au lieu de cela, il a discrètement fait des versions plus petites des peintures et les a montrées à Paris en 1967.
Il avait une fois de plus transformé la censure en attention. En 1964, Warhol a construit quelque chose d'inoubliable. Il a recouvert les murs de son studio de papier d'aluminium argenté et l'a transformé en un endroit appelé l'usine. Ce n'était pas seulement un espace de travail, c'est devenu un endroit sauvage rempli d'artistes, de drag queens, de toxicomanes et d'outsiders. Entre 1963 et 1968, Warhol y a réalisé plus de 650 films expérimentaux. Il voulait travailler comme une machine. Chunk 7. Les gens entraient et sortaient toute la journée et toute la nuit. Il a même dit en 1963 « Je veux être une machine ». L'usine était sa machine. En mars 1965, Warhol a rencontré une mondaine de 21 ans nommée Edie Sedgwick lors d'une fête d'anniversaire. Il avait 36 ans à l'époque. Ils sont devenus instantanément proches. Warhol l'a transformée en star, la filmant constamment. Mais en 1966, elle s'était éloignée. Elle est tombée amoureuse de Bob Dylan, et Warhol s'est senti trahi. Elle a exigé que Warhol cesse de montrer ses films. Elle a emménagé au Chelsea Hotel. Et a sombré plus profondément dans la consommation de drogue. En 1971, elle était morte. Elle avait autrefois été la reine des fêtes new-yorkaises, mais Warhol l'a laissée partir quand elle est devenue trop brisée. Plus tard, cette même année, en septembre 1966, Warhol a sorti son film le plus choquant à ce jour. Il s'appelait Chelsea Girls. Le film durait 3 heures et montrait des scènes brutes de drogue, de sexe et de dépression. Il a été filmé au Chelsea Hotel et à l'usine. Warhol a utilisé une technique d'écran partagé, de sorte que 2 scènes étaient jouées en même temps, mais une seule avait du son. Cela a rendu les téléspectateurs confus, presque comme s'ils étaient sous l'influence de drogue. Certaines villes l'ont interdit. Même le Chelsea Hotel a menacé de poursuivre, mais le film a rapporté de l'argent et a attiré l'attention nationale. Warhol avait de nouveau choqué le pays. En 1965, Warhol a découvert un groupe de rock appelé le Velvet Underground. Il a produit leur premier album qui est sorti en 1967. La couverture avait une banane dessus que les gens pouvaient peler pour révéler du rose en dessous. C'était sexuel exprès, mais le vrai choc venait des chansons. Il chantait à propos de l'héroïne et du sadomasochisme. Warhol les a ajoutés à ses ballets spectacles, projetant des films pendant qu'il jouait. Le groupe et l'art de Warhol se sont mélangés dans une tempête de musique, de sexe et de culture de la drogue que les gens n'avaient jamais vue auparavant. Entre 1965 et 1967, Warhol a enregistré des heures de conversation avec son ami Ondine. En 1968, il a transformé les transcriptions désordonnées en un livre appelé A Novel. Chunk Wit. Il faisait plus de 450 pages et était plein de fautes de frappe, de jurons et de discussions sur la drogue. Il n'a rien édité. Une dactylo a refusé d'écrire les gros mots. La mère d'une autre a jeté des bandes entières. Warhol le voulait ainsi. Il voulait que cela paraisse réel, brut et choquant. Certaines des personnes du livre l'ont ensuite poursuivi en justice, affirmant qu'il avait utilisé leur vie sans permission. La même année, le 3 juin 1968, Valérie Solanas est entrée dans l'usine avec une arme à feu. Elle avait écrit un livre intitulé The Scum Manifesto et pensait que Warhol essayait de voler sa pièce. Elle lui a tiré dessus 3 fois. Les balles ont traversé sa poitrine, son estomac, son foie et ses poumons. Il a été déclaré mort à l'hôpital, mais un médecin a massé son cœur et l'a ramené à la vie. La chirurgie a duré 6 heures. Il a dû porter un corset médical pour le reste de sa vie. La douleur ne l'a jamais quitté. L'usine a dû changer aussi, plus de portes ouvertes. Warhol était devenu terrifié. Salana s'est rendue quelques heures plus tard et a dit à la police que Warhol avait trop de contrôle sur sa vie. Elle a été condamnée à seulement 3 ans. Warhol n'a pas porté plainte, mais il n'a plus jamais été le même. Des amis ont dit qu'il était devenu nerveux, silencieux et paranoïaque. Il a embauché une sécurité à temps plein. L'usine a déménagé. Son art a également changé.
Il s'est éloigné des films sauvages et s'est concentré sur des portraits de célébrités qui lui ont rapporté des millions. En octobre 1969, Warhol a lancé le magazine Interview. Il a commencé comme un journal de cinéma, mais est rapidement devenu un magazine de potins. Warhol a brouillé la frontière entre la réalité et la fiction, inventant des citations et des histoires pour attirer l'attention. Il n'a pas payé beaucoup des jeunes artistes qui l'ont aidé, mais le magazine a connu une croissance rapide. Il a été aidé par les fêtes au Studio 54 et le talent de Warhol pour choquer les gens. Chunk 9. En 1972, il a peint le président Mao de Chine dans des couleurs pop art vives. Les responsables chinois étaient furieux. Ils ont interdit les peintures. Mais en 2006, l'un des portraits s'est vendu pour 17,4 millions de dollars. Warhol avait transformé un dictateur en pop art. Lorsque son musée a tenté d'emmener les œuvres à Pékin en 2012, on leur a dit « La souris ne fonctionnera pas ». Sa série intitulée « Mort des désastres » a également suscité la colère. Elle montrait des accidents de voiture, des suicides et des chaises électriques. Les gens disaient qu'il transformait la douleur en argent. Certains de ses propres amis de l'usine étaient morts d'overdose et les critiques l'ont blâmé d'avoir rendu la mort glamour. Mais Warhol a dit qu'il ne faisait que montrer ce que les médias montraient. Au début des années 1970, Warhol a également commencé à concevoir des vêtements. Il a fait des chaussures avec de la poussière de diamant. Vers 1972, l'IRS a commencé à enquêter sur lui pour évasion fiscale. Ils ont découvert qu'il avait vendu de l'art, mais qu'il prétendait que cela valait moins pour éviter de payer des impôts. Sa maison de l'Upper East Side était pleine d'art caché et d'antiquités. Les gens qui le considéraient autrefois comme un véritable artiste l'appelaient maintenant un homme d'affaires déguisé. Puis vint son œuvre la plus étrange à ce jour. Entre 1977 et 1978, Warhol a réalisé ce qui est devenu connu sous le nom de peinture à la pisse. Lui et ses assistants ont uriné sur des toiles recouvertes de cuivre pour créer des réactions chimiques. Il a même demandé aux gens de ne pas faire pipi le matin afin que les couleurs soient plus fortes plus tard. C'était choquant. La plupart des galeries ont refusé de les exposer, mais Warhol ne s'est pas arrêté. À cette époque, il explorait également la vie nocturne queer de New York et travaillait sur une série sexuellement explicite appelée Sex Parts and Torso. Andy Warhol a passé la majeure partie de sa vie piégé à l'intérieur de son propre corps. Dans les années 1980, ce sentiment a empiré. Il a commencé à peindre d'étranges autoportraits où il portait une perruque argentée et fixait le spectateur d'un air absent. Ceux-ci sont devenus connus sous le nom de ses portraits de perruques de peur. Mais la vraie peur était à l'intérieur de lui. Quand il avait 29 ans dans les années 1950, il a subi une opération au nez. Ce n'était pas une vraie rhinoplastie, juste une petite tentative de réparer quelque chose qu'il détestait. Junk 10. Pourtant, il est allé rester malheureux. Même ses premiers dessins se moquaient de son nez. Il a une fois modifié sa propre photo de passeport juste pour voir à quoi il pourrait ressembler avec un visage plus parfait. Au moment où il est devenu célèbre, Andy était toujours plein de honte. Il détestait ses cicatrices de la fusillade de 1968. Il détestait perdre ses cheveux. Il détestait se regarder dans le miroir. En 2017, le musée Andy Warhol a organisé une exposition intitulée My Perfect Body, montrant comment son œuvre d'art portait en réalité sur son profond malaise face à son apparence. Une peinture de 1962 intitulée Before and After. Montre une publicité de chirurgie plastique avec le nez d'une femme en cours de remodelage. Ce n'était pas seulement un commentaire sur la culture de la beauté, c'était le propre cri d'aide d'Andy. Il ne parlait pas beaucoup d'amour, mais il a eu des relations qui l'ont laissé le cœur brisé. Il a vécu avec Jed Johnson, un décorateur d'intérieur pendant de nombreuses années. Mais en 1980, Warhol a rencontré un jeune cadre de Paramount Pictures nommé John Gould. Andy avait 52 ans et Gould en avait 27.
Ils se sont rencontrés par l'intermédiaire d'un ami photographe et ont commencé à se fréquenter. Warhol est tombé amoureux rapidement. Dans son journal, il a écrit « Je devrais essayer de tomber amoureux et c'est ce que je fais maintenant avec John Gould. » Leur relation a duré jusqu'en 1945, mais elle était pleine de secrets. Gould avait peur d'être dénoncé et Andy est devenu de plus en plus paranoïaque à cause de l'épidémie de sida. Quand Gould est tombé malade, Andy a été terrifié. Il a dit à son personnel de garder la vaisselle et le linge de Gould séparés. En septembre 1986, Gould est mort du sida. Il n'avait que 33 ans et pesait à peine 32 kilos. Warhol était tellement bouleversé qu'il ne pouvait même pas écrire à ce sujet. Il a juste griffonné dans son journal « Je ne peux pas écrire à ce sujet ». Derrière les couleurs vives et les images pop, Andy cachait autre chose. De 1974 à 1987, il a rempli plus de 600 boîtes de reçus, de notes, de restes de nourriture, d'insectes morts et de lettres. Ceux-ci sont devenus connus sous le nom de ces capsules temporelles. Elles contenaient plus de 300 000 articles. Il a tout mis dedans, même des déchets, parce qu'il ne pouvait pas jeter les choses. Il avait peur d'en avoir besoin à nouveau. Chunk 11. C'était plus que de la simple collection. C'était une peur profonde de perdre le contrôle, de perdre des morceaux de sa vie. Aujourd'hui, ces boîtes sont stockées au musée Andy Warhol à Pittsburgh et révèlent encore des détails sur la façon dont il vivait au jour le jour. Même dans ces dernières années, le travail d'Andy a pris une tournure surprenante. En 1986, il a commencé à peindre des versions de la scène, la célèbre image de Jésus et de ses disciples. Il a créé plus de 100 versions. Certaines étaient géantes, comme 60 scènes, qui est devenue la plus grande peinture qu'il ait jamais réalisée. Elle mesurait 2,95 mètres de haut et plus de 9,75 mètres de long. L'idée est venue d'un galeriste à Milan en 1984. Certaines de ces peintures ont même été exposées juste en face de l'église qui abrite la scène originale de Léonard de Vinci. Les gens pensaient que c'était étrange parce que Warhol avait toujours semblé être un athée, mais il allait en fait à l'église presque chaque semaine et a même rencontré le pape en 1980. La peinture signifiait quelque chose de personnel pour lui. Sa mère gardait une impression de la scène dans leur cuisine quand il grandissait. Certaines personnes pensent qu'il a peint ses œuvres pour faire face à sa peur de la mort, surtout après avoir perdu John Gould. Son art l'a également entraîné dans des problèmes juridiques. Dans les années 1980, Warhol a été poursuivi à plusieurs reprises pour avoir utilisé les photos d'autres personnes dans son travail. L'une de ces affaires a explosé des décennies plus tard. En 2023, longtemps après la mort de Warhol, la Cour suprême s'est prononcée contre sa fondation. Tout a commencé avec une photo de 1941 de tirage réalisée par Lynn Goldsmith. Warhol avait transformé cette photo en sérigraphie. Puis, en 2016, sa fondation a vendu l'une de ses images à Vanity Fair pour 10 000 $. Goldsmith n'avait été payé que 1 000 $ à l'origine. Le tribunal a décidé que l'art de Warhol n'était pas assez différent de la photo originale. Ils ont dit qu'il avait franchi la ligne. La décision a choqué le monde de l'art parce qu'elle a changé la façon dont les artistes pouvaient légalement utiliser le travail d'autres personnes. Même 36 ans après sa mort, Warhol faisait encore les manchettes. La vérité est que Warhol a toujours documenté sa vie. De 1976 à seulement 5 jours avant sa mort, en 1987, il a dicté un journal quotidien au téléphone à son ami Pat Hackett. Il a écrit sur des personnalités célèbres et des fêtes, mais la vraie douleur était cachée entre les lignes. Il avait peur des hôpitaux. Chunk 12. Il détestait être seul. En décembre 1980, après avoir rompu avec Jed Johnson, il a demandé à son assistant d'envoyer à John Gould une douzaine de roses chaque jour pendant 2 semaines. Mais au milieu des années 1980, sa santé s'effondrait. Il avait des problèmes de vésicule biliaire depuis des années, mais avait trop peur de se faire opérer.
Finalement, le 20 février 1987, Warhol s'est enregistré au New York Hospital. Il a subi une intervention chirurgicale le lendemain. L'opération a duré 4 heures. Le médecin a dit que sa vésicule biliaire était presque en train d'éclater. Warhol a semblé aller bien après. Il a même passé des appels téléphoniques et regardé la télévision. Mais à 4 heures moins du matin, le 22 février, son infirmière a remarqué qu'il était devenu bleu. Elle n'a appelé à l'aide qu'1 heure plus tard. Il était alors trop tard. Warhol est décédé à 6h31 du matin. Il avait 58 ans. Sa succession a poursuivi l'hôpital, invoquant une négligence grossière. En 1987, ils ont réglé l'affaire pour 3 millions de dollars. Son autopsie a révélé quelque chose d'encore plus sombre. Warhol utilisait des amphétamines depuis des années. Il ne pesait que 58 kilos et était gravement déshydraté. Les médecins ont également trouvé des dommages causés par la fusillade de 1978. Il portait des gaines serrées tous les jours pour retenir ses intestins. Ses organes étaient tellement endommagés que la simple chirurgie est devenue un risque majeur. Dans les dossiers du tribunal, le médecin a déclaré que son corps était déjà trop faible pour survivre. Après sa mort, son testament a choqué tout le monde. Il a presque tout laissé pour créer la fondation Andy Warhol pour les arts visuels. Sa famille a très peu reçu. La succession totale a finalement été évaluée à 220 millions de dollars en juillet 1993, même si certains pensaient qu'elle valait plus de 600 millions de dollars. Les batailles juridiques ont été brutales. Certaines personnes ont dit que Warhol avait caché des millions dans des comptes bancaires et des unités de stockage. Chunk. 13. Le marché de l'art était dans le chaos. La fondation a dû dépenser plus d'1 million de dollars juste pour essayer de prouver quelles œuvres d'art étaient réelles. Finalement, le Conseil d'authentification a fermé ses portes en 2012 parce qu'il était si souvent poursuivi en justice et les scandales n'ont cessé d'arriver. En 2024, une famille en Floride a poursuivi une galerie de Miami pour leur avoir vendu de fausses peintures de Warhol d'une valeur de 6 millions de dollars. Des gens prétendaient même être des experts en maisons de vente aux enchères pour tromper les acheteurs. Il y avait aussi d'autres secrets sombres. Des gens qui ont travaillé avec Warhol dans son studio appelé The Factory ont commencé à s'exprimer. Le poète John Giorno a joué dans le film Sleep de Warhol en 1963, qui le montrait dormant pendant 6 heures. Warhol a gagné de l'argent grâce à ce film, mais Giorno n'a jamais été payé. L'actrice transgenre Holly Woodlawn a dit dans ses mémoires que Warhol l'avait forcée à des actes sexuels pour de l'argent. L'usine était censée être un lieu pour les parias et les rêveurs, mais beaucoup d'entre eux se sont sentis utilisés. Victor Hugo, un designer et ancien ami, a dit un jour que les journaux de Warhol étaient si cruels qu'ils donnaient l'impression d'être violés en réunion et battus par un mort. Même les journaux de Warhol ont causé des problèmes. Après leur publication, ils ont révélé 87 pages de potins, toutes basées sur plus de 20 000 pages de conversations téléphoniques. Certaines personnes étaient furieuses. Le créateur de mode Halston a menacé de poursuivre avant de mourir du sida en 1989. Le mannequin Barbara Allen a dit que Warhol avait inventé des choses. Bianca Jagger l'a en fait poursuivi pour diffamation. Elle a dit qu'Andy n'en avait même pas écrit la plupart.